En 2000 sort Sarah, un roman de J.T. Leroy qui va bouleverser le monde littéraire à jamais, car bientôt, tout le monde parlera de son auteur insaisissable. Dans ce livre, on suit un garçon de 12 ans, élevé par une prostituée droguée qui refuse de reconnaître qu'elle est sa mère. Son rêve, devenir comme elle, la meilleure gagneuse des parkings pour mériter son amour, quitte à se mettre en danger. Le livre est brutal, émouvant, et il porte la signature d'un jeune auteur queer de 17 ans, Jeremiah Terminator Leroy, alias J.T. Leroy. Succès immédiat, Sarah devient un best-seller et est traduit dans 20 langues. Et autour de son auteur, des fans prestigieux. Bono, Winona Ryder, Madonna, Lou Reed. On s'arrache ce garçon insaisissable, toujours caché derrière ses lunettes de soleil, une perruque blonde et accompagné de son amie et assistante britannique Emily Fraser. Mais derrière ce succès fulgurant se cache une vérité dérangeante. Parce qu'en réalité, J.T. Leroy n'a jamais existé. All the headlines are saying hoax. But the thing about that language of what it's saying is the books aren't real. What's being thrown out there is multiple personality disorder. But that ain't it. I am pulling the switch. I am making the decision to go to a different route. Pourquoi une femme de 40 ans a inventé de toutes pièces ce personnage? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Mère Jeannot. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Parlons d'abord du succès médiatique. Comment est né J.T. Leroy? C'est la rencontre avec une assistante sociale qui va changer la vie de ce jeune garçon un petit peu paumé. Elle le présente à un psychologue qui prend très au sérieux les troubles de ce garçon qui s'appelle Jeremiah. Pendant ses sessions au téléphone, il raconte cette prostituée très jeune ayant été battue, violée, puis accro à l'héroïne, trimballée dans la rue. Bref, je pense que YouTube n'a pas du tout kiffé cette phrase, au revoir la monétisation. Alors face à cette histoire tragique, le docteur Terence Owens lui conseille d'écrire. D'après lui, c'est ça qui va l'aider à soigner ses plaies. Et c'est là que la magie opère, c'est comme s'il avait un don. Résultat, il contacte des auteurs connus comme Mary Gateskill, Dennis Cooper, Joël Rose, et paf, le voilà désormais recommandé à des éditeurs. À seulement 17 ans, il publie sa première nouvelle dans une anthologie. Ça parle de s'habiller comme sa mère pour séduire son amant. Le ton est posé. C'est à ce moment-là que Jeremiah réfléchit donc à trouver un pseudo, J.T. Leroy, Jeremiah Terminator Leroy. Mais c'est en 2000, avec son roman Sarah, que tout explose. Succès immédiat, best-seller traduit dans 20 langues, tout le monde en parle, tout le monde le veut. Mais le garçon reste fantomatique. Pas de lecture publique, ou alors ce sont des fans qui lisent à sa place, discrétion totale, ce qui ne fait que gonfler la fascination autour de cet auteur insaisissable. Ce succès de J.T. Leroy et de son roman, on pourrait se dire que ça sort un peu de nulle part, mais en fait, c'est complètement logique. Et que ce soit en France ou aux États-Unis, le monde littéraire, il est très fermé. En tant qu'humain, on a cette fascination pour ceux qui sortent un petit peu de la norme, qui sont des petits oiseaux un peu blessés qu'on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Tout va très vite. En 2001, un second roman est publié, le livre de Jérémie, et la demande est tellement importante que le petit génie ne peut plus se cacher. Alors pour la première fois, il se montre en public. Et quelle apparition! Lunettes noires XXL, perruque blonde un peu kitsch, vissée sur sa tête, il parle à voix basse, murmure dans l'oreille de son assistante Emily Fraser. Franchement, on reconnaît assez vite qu'il s'agit d'un costume, qu'il a pas envie d'être connu, mais niveau effort, c'est pas fou. Et en fait, il renvoie vraiment l'image de quelqu'un de tout frêle qui pourrait s'écrouler à tout moment et qu'on a envie de protéger. Et puis, en 2003, nouveau tournant important, Asia Argentino, réalisatrice, l'approche et lui propose d'adapter le livre de Jérémie au cinéma. Jeremy Renner, Marilyn Manson et les jumeaux Cole et Dylan Sprouse pour jouer Jérémie. La totale. Asia devient complètement obsédée par J.T. Persuadée qu'elle a trouvé son petit génie torturé, ils entament même une histoire d'amour. Le succès de J.T. Leroy a été fulgurant et rapidement, il est même devenu une icône pop. Il pose dans des magazines de mode, s'affiche chez Abercrombie & Fitch. Ses deux premiers livres lui rapportent 24 000 $, ce à quoi viennent s'ajouter les droits d'adaptation et de traduction. Et le jeune homme devient une petite diva et est complètement imbuvable lors de ses tournées. Une success story en tout cas très rentable pour une supercherie. Et vous savez ce qui est le plus fou dans tout ça? C'est que la personne qui a imaginé ce personnage de J.T. Leroy, eh bien elle était là, sous nos yeux, depuis le début. Vous vous souvenez de son assistante, Emily Fraser? Eh bien elle s'appelle en réalité Laura Albert, et je vais vous raconter son histoire toute particulière. Avec son mari et sa belle-sœur, ce trio a mené le monde par le bout du nez, sans être inquiété, jusqu'au jour où tout éclate. En octobre 2005, quelqu'un a osé regarder au-delà du garçon timide, de la souffrance qu'on nous vendait pour découvrir une réalité tout autre. Stéphane Bitchy balance tout dans le New York Mag. Il révèle les incohérences du personnage de J.T., le fait qu'on ne le voyait pas avant 2001 et qu'il y avait même quasiment des théories conspirationnistes autour de ses apparitions, le fait qu'il se déguise, qu'il n'acceptait au départ que des interviews au téléphone, qui est véritablement derrière J.T. Leroy. Et on se demande même si ce personnage ne cache pas un auteur public. Bitchy écrit « Chaque élément, comme une montagne de preuves le suggère, fait partie d'une fiction élaborée avec soin. » Et il y va pas de main morte. Il parle de canulars, d'escroqueries bien ficelées, et il dénonce le fait que le livre de Jérémie, on dirait bizarrement qu'il a été presque fait sur mesure
mesures pour correspondre à ses soutiens littéraires et qui surtout ont permis de le publier. C'est trop gros, pour lui ça passe pas. Un adolescent torturé, fragile et timide, qui perce comme ça de manière phénoménale. Ce qui ne lui échappe pas, c'est que pour lui, il y a deux personnes qui se disent être JT. Il y a la voix séduisante au téléphone qui répond aux interviews et le persona silencieux en public. C'est le jour et la nuit quand on le voit en personne. Sa voix est trop faible et son désintérêt visible, alors qu'il rencontrait pour la première fois par exemple Dennis Cooper, un auteur américain qu'il a pris sous son aile et avec qui il était très proche par téléphone. Impossible de retracer sa famille, et même s'il mentionne certains amis d'enfance dans ses livres, dans la partie remerciements, il met plutôt des grosses starlettes. C'est comme si J.T. Leroy venait de prendre naissance lors de la première publication de ses écrits. Et si vous pensez que ça suffit pour avoir des doutes, eh ben écoutez, c'est pas fini. Ces histoires sont pleines de clichés sur la prostitution, la drogue et la vie dans la rue. Et les gens qui connaissent ce monde, d'après Beachy, n'y voient rien de fidèle, mais le pire, c'est le comportement de J.T. À plusieurs reprises, il dit qu'il est trans pour justifier son apparence androgyne, alors qu'il clame haut et fort qu'il déteste les drag queens et préfère les skinheads qui tabassent les homosexuels. Ah oui, quand même. En fait, ce qui trahira la personne derrière tout ça, Laura, c'est son ambition. Elle tentera par tous les moyens de vivre un petit peu dans la lumière, d'abord en écrivant sous pseudonyme et en occupant le poste d'assistante et d'amie de J.T. Leroy, avec son fort accent britannique, puis en tant que chanteuse dans un groupe. Pour être sûre qu'il devienne populaire, elle met en avant le fait que J.T. écrive les paroles du groupe Thistle, composé de Laura Albert et de son mari, Geoffrey Knoop. J.T. Leroy vit avec les membres de ce groupe et il aide même le couple marié à éduquer leur enfant. Mais Beachy a réussi à retracer les origines du groupe, qui s'appelait avant Daddy Don't Go, et l'ancienne chanteuse était surnommée Speedy. Il s'agissait en réalité de Laura Albert, qui ressemble étrangement à Emily Fraser. Et là, tout se connecte. Beachy a retracé les chèques envoyés à Leroy pour ses livres et ses articles dans les magazines. Ils étaient reçus par une certaine Joan Albert, la cousine de Laura, et Caroline Albert, sa mère. Il a une longue discussion avec J.T. Leroy, donc Laura, et Beachy dit de tout ça « Je ne suis pas sûre que canular soit vraiment le mot, c'est peut-être un style de vie. » Et J.T. Leroy répond « Vous avez vu le film Palindrome? C'est celui où 7 actrices et un acteur jouent le même personnage. C'est ça mon idéal. J'aimerais que ce soit une porte pour que d'autres personnes soient entendues. » Ok, étrange. Mais alors, qui est vraiment Laura Albert? Elle a eu une enfance difficile. Ses parents divorcent quand elle est jeune, et ça la traumatise. Elle n'a pas confiance en son physique, elle est en surpoids, et on la harcèle à l'école, on l'appelle Fat Albert. Elle rejette donc alors son propre prénom, associé à des insultes. À 13 ans, elle se retrouve à fréquenter la scène punk avec des addicts et des prostituées. C'est à ce moment-là qu'elle fait un séjour en hôpital psychiatrique. Ses parents l'ont envoyée dans un foyer où elle vit en tant que pupille de l'État et où elle se fait maltraiter. À 15 ans, elle ne va plus à l'école et devient opératrice de téléphone rose. Elle dit avoir formé d'autres femmes et qu'elle était quand même plutôt douée. C'est de là qu'elle emprunte le nom de l'un de ses clients, Leroy. Et elle a une sorte de fascination, un kiff, chacun son truc. Elle aime beaucoup appeler les hotlines comme par exemple SOS Suicide. Elle le fait depuis une cabine téléphonique et elle est incapable de parler d'elle directement, alors elle adopte différents personnages de jeunes adolescents. D'après elle, quand on parle de violences sexuelles, les conseillers sont plus sympathiques lorsqu'il s'agit de garçons à l'autre bout du fil. Et c'est là qu'elle imagine le personnage de Jeremiah. En 1989, à 24 ans, elle part à San Francisco et fait du babysitting, du ménage et vend son sang pour survivre. Elle continue d'appeler des hotlines et tombe sur le psychologue Dr. Terence Owens. Avec lui, elle invente la vie de Jeremiah plus en détail, lui donne le surnom Terminator. Elle dit vivre dans la rue, être originaire de Virginie et que sa mère le surnomme Sarah. Le personnage de J.T. Leroy voit le jour. Elle raconte ses déboires en road trip avec sa mère qui l'abandonne à San Francisco et doit se prostituer pour survivre. Laura devient addicte à cette attention du psy qui lui conseille d'écrire et met Terminator en contact avec des écrivains comme Tobias Wolff et Michael Chabon. Les récits autobiographiques étaient en vogue à la fin des années 1990 et au début des années 2000, alors forcément ça n'a pas été très difficile pour elle de publier ce livre, et la suite, vous la connaissez. L'article révélateur de Beachy se termine sur cette idée. Est-ce que c'est un problème si J.T. ne s'est jamais prostituée, n'a jamais vécu dans un squat, et que derrière, il s'agit d'une maman de 39 ans? Alors je vais pas vous mentir, à l'article de Beachy, franchement, c'est les montagnes russes niveau émotion. Il commence par nous dire que c'est une escroquerie, et puis finalement il se dit est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Et pour répondre à cette question, je vous propose de déterrer une autre histoire similaire qui s'est déroulée cette fois en France, puisque nous aussi, on a eu quelques petits scandales et du mal à faire la différence entre auteurs et personnages de romans. Ça, je vais vous parler du livre Hell de Lolita Peel. Et les similarités sont flagrantes. C'est le premier livre d'une autrice de 17 ans traitant de la vie d'une jeune femme droguée et qui se gave de sexe, ensuite adapté au cinéma. L'autrice, Lolita Peel, est repérée par Frédéric Beigbeder qui transfère son manuscrit directement à son éditeur. L'autrice à peine majeure, le livre devient
un gros succès d'une des grandes maisons d'édition françaises. On parle de 80 000 exemplaires vendus en grand format et 200 000 en livre poche. Lolita devient elle aussi un ovni. Elle inspire, clive, choque par son personnage principal, elle. Cette jeune femme fait scandale. Elle méprise les classes populaires et la figure très submersive d'une adolescente dépravée et ne s'en cache pas, le clamant haut et fort à la première personne dans le livre. Mais attendez, de qui est-ce qu'on parle là du coup? Est-ce qu'on parle du personnage elle dans le roman ou est-ce qu'on parle de son autrice Lolita Peel? Vous voyez là où je veux en venir? Lolita a été victime de son propre livre. Elle a été reçue sur les plateaux télé avec un manque de respect d'une violence inouïe. On lui demande si elle fait des orgies, si elle est nympho ou maso, on la sexualise devant le public et les journalistes posent des questions comme « J'aimerais que vous me racontiez votre première fellation ». Ce qui s'est passé, c'est que les médias ont confondu l'héroïne et l'autrice. Plutôt que de prendre le récit de elle comme une leçon, ils ont décidé d'en faire un amalgame. On dit de l'autrice que comme elle a couché avec tout le milieu, elle se drogue, elle méprise les pauvres, elle est arrogante. Et si c'était pas suffisant, qu'elle n'aurait pas écrit son livre elle-même. Même après plusieurs sorties littéraires réussies, on redemandera toujours à Lolita si c'est bien elle, l'autrice de Elle. On a ici une autrice qui a le malheur de s'appeler Lolita, avec tout l'imaginaire qu'il y a autour de ce prénom. Elle se trouve dans un milieu médiatique encore extrêmement misogyne, qui au lieu de saluer son écriture, fait d'elle un personnage à scandale. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire? Il n'y a pas de canular ou de mensonge à proprement parler, comme pour J.T. Leroy. Par contre, ça met le doigt sur un phénomène autour des sorties littéraires dans les années 2000. On aime les histoires scandaleuses et on préfère qu'elles soient vraies. Et pour le coup, on a attribué la vie de Elle à Lolita Peel, ce qui a grandement nui à sa réputation, mais aussi à sa vie en dehors de ça. Et à l'inverse, J.T. Leroy nous présente une histoire comme étant vraie, et ça a beaucoup amélioré sa notoriété. Outre le fait que Lolita Peel s'identifie comme une femme et que J.T. Leroy se présentait comme un homme, vous voyez bien le double standard, ça soulève un autre aspect du monde littéraire. Mary Gateskill, l'une des soutiens littéraires de JT, a avoué avoir pensé à un canular, mais elle a dit « Même si c'en est un très bon ». Un canular qui expose des choses sur les gens au grand jour, la confusion entre amour et art et publicité. Un canular qui serait délicieux et si on se paye de la tête des gens, ça passe quand même. En fait, ce serait même utile. Peu importe si ce que racontent la pub et les médias est vrai, si l'histoire fonctionne et suscite des réactions, c'est réussi. Et puis en vrai, il y a un côté, vous savez, plus c'est gros, plus ça passe. Mais les révélations sur la véritable identité de J.T. Leroy, elles n'ont pas été positives, en grande majorité. Disons-le. Dennis Cooper était un ami très proche de J.T. Leroy, grâce à qui il a pu avoir accès à plein d'autres auteurs connus, et lors de la révélation de la supercherie, Cooper a fait part de ses émotions compliquées, mais particulièrement de colère pour les fans de J.T. Il dit « J.T. était leur idole. Ils ont joué du sujet de la maltraitance, les gamins qui ont vraiment été maltraités. Imaginez leur choc. Ils ont pris l'argent des éditeurs dans des circonstances fabriquées de toutes pièces. » Le problème ici repose donc sur la fausse identité de J.T. Leroy. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes qui ont été maltraités et qui avaient besoin d'une voix, qui était finalement Laura Albert? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir eu autant de place dans le débat public? L'agent de J.T. Leroy, Ira Silverberg, dira « Se présenter comme une personne mourante du sida dans une culture qui a perdu tant d'écrivains, une voix très importante pour prendre avantage de la sympathie et de l'empathie, c'est le côté le plus dommage de toute cette histoire. » Beaucoup de gens pensaient qu'il soutenait non pas seulement une voix innovante et audacieuse, mais aussi et surtout une personne. Il y a eu un énorme phénomène autour de J.T. Leroy, il y avait plein de blogs de fans, des gens qui se sont construits autour de lui, et que du jour au lendemain ils apprennent que cette personne n'existe pas, ça a été vécu comme une vraie trahison. Pour Joël Rose, un autre auteur, lui c'est un deuil. Si c'est vrai, je pleure profondément quelqu'un qui n'a jamais existé. Je l'aimais de ma façon et je l'aimerai toujours. Même si ce n'est qu'un fragment malade de l'imagination de Laura. J'aimais quand même cette personne qui se présentait à moi sous cette lumière. Alors, pourquoi Laura Albert a fait tout ça? Est-ce que c'était une idée de génie ou plutôt un dérapage? Et qu'est-ce qu'on sait de son état mental? Son enfance et sa vie n'a rien avec l'histoire chaotique qu'elle nous raconte de J.T. Leroy, mais est-ce qu'elle est légitime pour la raconter puisque elle aussi, elle a vécu des trucs pas très fun? En fait, c'est pas si simple que ça. Parce que Laura Albert, en interview, elle ne parle pas de J.T. Leroy comme un simple personnage qu'elle aurait imaginé. C'est assez bizarre de l'entendre parler, pour elle, J.T. Leroy, il fait partie d'elle. Au moment où tous les médias ont envie de découvrir qui est J.T. Leroy, Laura Albert dit dans l'un des documentaires à son sujet « Personne ne l'avait jamais rencontré en vrai et il commençait à y avoir des rumeurs comme quoi il n'était pas réel, donc je savais que je devais fournir un corps. » C'est genre trop chelou comme manière de parler, genre vraiment pour elle, J.T. Leroy, c'est une partie de sa personnalité, ou de ses personnalités peut-être. C'est là que Laura s'est mise à la recherche de l'interprète de J.T. Leroy, et après plusieurs fausses pistes, puisqu'il fallait quand même quelqu'un qui soit digne de confiance, elle a décidé de demander à sa belle-sœur, Savannah Knoop. Pour Laura, c'est un travail de longue haleine, mais également une libération. Elle dit « Je n'étais plus en train d'observer Savannah, je voyais J.T. C'était un grand soulagement car J.T. a quitté mon corps et est entré dans le sien. » Dit comme ça, je vous l'accorde, c'est un peu chelou. Hein. Mais justement, c'est une des grandes théories autour d'elle, et qui serait une circonstance atténuante. Est-ce que
Laura Albert ne souffrirait pas d'un trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble psychiatrique qui existe dès l'enfance et où l'individu va fragmenter sa personnalité. C'est une personne qui a plusieurs alters et chacun ont des souvenirs, une personnalité, des goûts différents, etc. C'est un trouble assez lourd qui demande un long diagnostic et qui pose pas mal de problèmes au quotidien. Cette hypothèse a donc été avancée puisque je vous lis quelques citations quand même de Laura lorsqu'elle parle de J.T. Leroy. « J'ai le pied sur l'accélérateur, mais c'est lui qui conduit. Il voulait son propre corps, il voulait sortir de moi. Il n'aimait pas être à l'intérieur de moi. » Et Dennis Cooper, qui a beaucoup parlé avec lui au téléphone, liste différentes personnalités, une petite fille très innocente, un mec pas sympa et une petite fille méchante. Là, je vous avoue, on n'a pas trop de preuves non plus pour cette théorie. Certains magazines qui ont interviewé Laura Albert déclarent qu'elle nie complètement avoir ce trouble, et de l'autre côté, son psychologue pense qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité histrionique, qui est caractérisé par une recherche d'attention excessive et une difficulté à moduler ses émotions. Quoi qu'il en soit, on n'aura jamais le verdict final, puisque tout ça, ça relève du secret médical. Mais trouble de l'identité ou pas, Laura est allée trop loin avec l'affaire J.T. Leroy. En 2003, elle signe un contrat avec Antidote Film pour adapter son livre The Heart is Deceitful Above All Things, ou en français le livre de Jérémie. Le problème c'est qu'elle signe avant la révélation, toujours dans le secret de sa véritable identité, et elle signe en tant que J.T. Leroy, et ça, c'est complètement illégal. Après la révélation, Antidote colle un procès à Laura pour avoir signé sous un faux nom, un film qui a acheté l'histoire présumée vraie d'une identité qui n'existe pas. Elle a invoqué sa santé mentale comme argument, en disant qu'elle a incarné des identités masculines pendant des décennies comme mécanisme de défense suite à des problèmes psychologiques dus à des abus sexuels lorsqu'elle était enfant. Pour son psychologue, Laura Albert, elle a pas seulement voulu monter une arnaque, non, il y a plein d'autres choses qui se dessinent derrière ça, mais la cour ne va pas retenir ces circonstances puisqu'elle va devoir payer 350 000 $ de dommages et intérêts à Antidote Film. Écrire sous pseudo, c'est rien de très neuf et finalement c'est pas ça qu'on lui reproche. C'est d'avoir créé un personnage de toutes pièces pour faire sensation. Ça pose aussi une autre question, est-ce que les livres de J.T. Leroy, avec son premier roman Sarah, ce livre il a intéressé parce que voilà, il avait une qualité littéraire, je sais pas, il était hyper bien écrit, ou est-ce que ce qui a intéressé, c'était la personne derrière le livre? En tout cas, si c'était un pari de la part de Laura Albert, elle a gagné et elle a montré que ce qui nous intéresse, c'est plutôt le côté sensationnel. Elle a prouvé qu'on perçoit plus de valeur au contexte d'écriture et à l'auteur s'il peut garantir un côté choc et divertissant, que ce soit réel ou non. And people were turning tricks. They were changing their gender. They did what they needed to do. And I did that. By any means necessary. How do you tell your truth and allow people to see a world that they were turning their back on? You know, I was a ward of the state. I was in a group home, right? And for me, it was like, how do I make people care? How? I will find a way to transcend that. C'est un peu une mise en abîme, une fiction dans la fiction. Et si elle fonctionne, qu'elle soit vraie ou pas, on s'en fout un peu. En tout cas, c'est ce qu'on remarque en regardant les chiffres des livres de J.T. Leroy, qui ont continué à très bien se vendre. Par contre, pour Laura, l'histoire est un peu moins drôle. Elle a croulé sous les dettes, il y a eu plusieurs documentaires autour de son histoire. Aujourd'hui encore, on parle pas du talent d'autrice de Laura Albert, non, on parle juste de ce coup marketing qui a été fait avec ce pseudonyme. Et elle continue d'essayer de vivre à travers J.T. Leroy, elle a un site internet, elle fait même du merchandising, en tout cas elle a tenté, et elle continue de faire des événements autour des livres de J.T. Leroy, mais cette fois elle signe en son nom Laura Albert. Et l'histoire continue de vivre encore après. En 2018, un film plus narratif est centré sur Savannah dans la peau de J.T. raconte l'histoire de ce canular avec Kristen Stewart et Diane Kruger. Vu comment Laura est dépeinte aujourd'hui dans les médias et ses tentatives un peu échouées de regagner le public, on ne peut pas vraiment dire qu'elle se soit réappropriée son histoire, car on continue de la raconter pour elle. Cette affaire a donc fait couler beaucoup d'encre et mène à beaucoup de pistes de réflexion. Est-ce qu'on accorde vraiment autant d'importance à ce que le récit soit un miroir ou au moins une métaphore de la vie de l'auteur? Est-ce que le fait d'imaginer que ce soit le cas suffit à nous satisfaire? Est-ce qu'on peut accepter qu'une histoire dure à entendre, qui touche à tel point qu'on la souhaite authentique, soit complètement inventée? Laura Albert est-elle une génie manipulatrice ayant exploité le marché? Une menteuse qui s'est fait gauler? Ou bien une autrice incomprise qui a fait preuve d'un grand art? Je vous laisse en débattre dans les commentaires et je vous invite à aller regarder toutes les ressources si ça vous intéresse, parce que cette histoire elle est dingue et elle est difficile à résumer et il y a encore plein de choses à dire sur Laura Albert et tous les personnages qu'elle imagine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et à mon compte Insta d'ailleurs, ça ferait plaisir aussi, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!